Mes amis, bien le bonjour. Un développement absolument extraordinaire dans la politique américaine, c'est Donald Trump qui déclare que il veut le Groenland. Il veut que le Groenland passe sous contrôle américain. Il veut ce territoire qui appartient normalement au Danemark. C'est une longue histoire. Il appartient au Danemark depuis le XVIIIe siècle. Avant, il appartenait aux Norvégiens depuis presque toujours, depuis un millénaire au moins. C'est un endroit relativement peu peuplé. On peut dire que pour des raisons pratiques, c'est même pas peuplé le Groenland, parce que il y a grosso modo dessus 50 000 habitants. Juste pour vous donner une idée, dans l'agglomération de Grenoble, il y a 157 000 habitants. Juste l'agglomération de Grenoble. Il y en a 50 000 au Groenland. Ça veut dire que c'est vraiment un terrain relativement vide. Aujourd'hui, Trump dit, alors ça a été lancé au départ par Elon Musk, qui disait oui, il faut que les États-Unis prennent le Groenland, il faut qu'ils nous appartiennent, il faut qu'ils deviennent à nous. Et en fait, non seulement Trump a envoyé son avion, son 757, avec son fils et tout ça, et en plus, il déclare lui-même que le Groenland est à nous, on va le prendre, les Danois doivent nous le donner, s'ils ne nous le donnent pas, on va les écraser avec des tarifs douaniers. Donc imaginez, vous êtes un pays comme ça, européen, parce que avant, pour être honnête, c'est la première fois dans cette escalade qu'ils le font avec des pays occidentaux et des pays européens en particulier. Parce que d'habitude, les pays qui ont l'habitude de voir les Américains débarquer et dire on vient comme on veut, on s'invite. Ça, c'était les Irakiens, les Afghans, les Vietnamiens, tout ça, les Somaliens. Et je dirais même, ça n'a pas été aussi loin, pour être honnête. Pourquoi ? Parce que les Américains, par exemple, ont débarqué en Afghanistan. Mais au bout d'un moment, ils sont partis d'Afghanistan. Ils n'ont jamais dit que l'Afghanistan était à eux. Ils ont construit des bases, tout ça. Ils ont défendu leurs intérêts. Puis au bout d'un moment, ils ont pris leurs affaires, ils sont partis. L'intégrité territoriale de l'Afghanistan est toujours garantie, toujours préservée. Ils n'ont jamais déclaré que l'Afghanistan était un État américain. Alors que là, c'est unique. Parce que là, c'est la souveraineté territoriale du Danemark qui est en jeu. Le Groenland appartient au Danemark depuis le XVIIIe siècle. Avant, il appartenait à la Norvège pratiquement depuis le Xe siècle. Donc c'est un territoire qui est de manière carrée la propriété donc de la couronne danoise. Et là, c'est vraiment une situation très particulière. Pourquoi il le veut ? Alors, il le veut pour des raisons stratégiques. C'est une terre qui est au milieu entre l'Europe et les États-Unis. C'est une terre qui a énormément qui n'est pas très exploitée. D'ailleurs, elle a énormément de gisements, de plein de choses. Donc, pour lui, il peut déployer des compagnies américaines sur place et commencer à pomper tout ce qu'elle trouve, des minéraux, des terres rares, du pétrole, peut-être en faisant en offshore, ou même d'ailleurs en creusant à partir de la terre. Donc, tout ça, il peut lâcher des compagnies américaines et créer un endroit qui pourra leur servir de relais de croissance et d'énergie et de matières premières. Il faut savoir que les États-Unis sont littéralement en guerre contre la Chine. Une longue histoire, j'en parle dans le livre Le Grand Reset, parce que il faut savoir une chose, la Chine moderne a été créée par l'État profond américain. Ça peut assez surprendre, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'entendre ça va dire mais attends, tu vas me dire qu'un pays communiste créé par l'État profond des États-Unis d'Amérique, je t'assure que c'est exactement ça. Et c'est très démontrable et tout ça. C'est tout simplement la Chine, si tu veux, jusque dans les années 50-60, il y avait des millions de gens qui mouraient de faim. La Chine, c'était la famine. La Chine, c'était pas la science, c'était pas le développement technologique qu'on voit aujourd'hui, c'était pas ça du tout. C'était la famine. À un moment donné, à la mort de Mao, là, il y a une nouvelle équipe qui arrive, qui va continuer donc sur la lancée de Mao, mais différemment. C'est une équipe qui va faire de la réelle politique, qui va s'allier avec l'État profond américain. Et ce dernier va faire quoi ? Va transférer le savoir, les industries, les emplois, les flux financiers des États-Unis, de pans entiers de l'économie américaine, sont transférés en Chine. Vous voyez ? Il y a plein d'emplois industriels qui sont perdus aux États-Unis, qui ne sont même pas perdus par la force des choses. Ils sont vraiment détruits, sacrifiés pour être transportés en Chine telle quelle. C'est ce qui permet d'augmenter la valeur pour l'actionnariat aux États-Unis. Parce que les États-Unis, forcément, c'est comme ici je suis au Royaume-Uni, toutes les politiques économiques sont là pour enrichir
la City. Là-bas, toutes les politiques économiques sont pour enrichir Wall Street et les grands fonds d'investissement. Le reste, après, le public, on s'en fiche. Que les gens meurent de faim, on n'ait pas de travail ou tout, c'est pas un souci. Donc, l'erreur qui a été faite, et là je fais juste une parenthèse sur cette histoire de Chine, l'erreur qui a été faite par les Américains, c'est qu'ils ont pensé que les Chinois, finalement, vont accepter à travailler à la chaîne, travailler à l'usine pour un bol de riz. Tu vois, ils vont travailler pour un bol de riz et puis ils feront ça pour nous pendant des générations. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que les Chinois, effectivement, au départ, ont accepté de travailler pour un bol de riz, mais leur but, c'était pas de rester avec ce bol pour toujours. L'élève, si tu veux, a dépassé le maître. Donc non seulement ils ont pris les technologies qu'on leur a données volontairement, par le biais de l'espionnage, ils ont pris aussi des technologies, d'ailleurs il y a régulièrement, c'est pas juste moi qui le dis, vous regardez, c'est pas toujours écrit en 5 colonnes à la une, mais il y a régulièrement des gens qui sont arrêtés, des profs, des chercheurs, tout ça qui sont arrêtés à droite et à gauche pour avoir collaboré avec le renseignement chinois. Donc le renseignement chinois est très actif et il vise les scientifiques, les universitaires, les centres de recherche et développement, tout ça, les ex-employés de l'État, les ex-militaires. En fait, ils ont un grand appétit, un grand engouement, n'est-ce pas, pour le savoir occidental, le savoir-faire occidental, et ils l'achètent. Ils savent que, soit on le leur donne, soit ils l'achètent. Plus, bien sûr, ce sont des gens intelligents, travailleurs, donc ce qu'ils ont fait aussi, ils ont développé au-delà de ça, de sorte qu'aujourd'hui, ils ont dépassé de très loin des technologies, ils ont dépassé de très loin l'Europe, par exemple, de très loin les États-Unis, sur des technologies qu'ils ne maîtrisaient pas il y a juste 20 ans. Donc, les États-Unis aujourd'hui sont dans une crise existentielle face à la Chine qui peut complètement les dominer, qui peut même les rendre non existants. Donc, dans cette lancée, c'est une guerre extrêmement vitale d'un côté pour la Chine, mais d'un côté surtout pour les États-Unis, qui voient une question de vie ou de mort. Donc c'est pour ça qu'il voudra prendre le Groenland quoi qu'il arrive. Maintenant, il y a autre chose. Dans cette lancée, rien ne lui interdirait demain de s'attaquer à un autre pays européen et dire, par exemple, la Guyane française et américaine. On en a besoin, nous sommes le monde libre. Vous nous la donnez, c'est tout. Sinon, on vous écrase. Il peut le faire pour la Polynésie, il peut le faire pour la Guadeloupe, il peut le faire pour la Réunion. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois qu'il est parti dans cette logique, il peut après prendre n'importe quoi qui l'intéresse et dire la Corse c'est américain. On a besoin de construire des ports, tout ça. Les Corses, il faut les laisser voter, ils peuvent devenir américains s'ils veulent. Ceux qui veulent pas, on les paye, ils partent, on les chasse, ou débrouillez-vous, mais c'est à nous. On est dans un système extrêmement mafieux en réalité. C'est un système, et on le voit, qui ne respecte strictement rien. Et encore une fois, ça vous montre que Trump n'est pas le président du monde, n'est pas le président de l'Europe, c'est le président des États-Unis. Et il vient avec un projet qui est de renflouer les États-Unis, faire remonter les États-Unis, peu importe que ça coûte très très cher à d'autres peuples ou à d'autres pays. C'est pas son problème. S'il doit écraser la France ou écraser l'Europe ou écraser n'importe quel pays pour remonter les États-Unis, il le ferait. Les autres pays n'ont qu'à élire leur propre Trump. Les autres pays, en particulier les pays européens, n'ont qu'à, eux aussi, mettre en place des politiques de préservation nationale. Mais ils ne le font pas. Donc, lui, quelque part... Parce que je vais vous donner un truc. Je vais vous dire un truc pour finir cette vidéo. Si vous réfléchissez, quelle est la perte de souveraineté? Quelle est la pire perte de souveraineté? Quand on perd sa souveraineté, quelle est la pire chose qui puisse arriver dans ce contexte-là? C'est perdre de la souveraineté territoriale. C'est que des terres, que les frontières soient redessinées, puis qu'on perde des terres. C'est la pire chose qui peut arriver. Regardez ce qui se passe, par exemple, en Ukraine et en Russie. C'est la pire chose qui puisse arriver. Généralement, ça donne des guerres et tout ça. Maintenant, avant d'en arriver là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres marqueurs de perte de souveraineté? Bien sûr, on perd le contrôle de ses frontières, comme par exemple avec Schengen. On perd sa culture, on perd sa langue, on perd le contrôle, par exemple, de ses lois, on perd sa monnaie, la possibilité de créer ou de fabriquer ou de battre sa monnaie, par exemple. Vous voyez? Donc, tout cela, chaque fois qu'un pays perd une capacité de décision, parce qu'elle est transférée à l'OMS, ou elle est transférée à la Banque mondiale, ou elle est transférée à Bruxelles, ou elle est transférée à des groupes de pression ou d'intérêt, ou parce que tout le monde s'en fout, forcément, c'est une perte de souveraineté. Donc maintenant, Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux Européens, ok, il s'attaque pour le moment au Danemark, mais demain, il
peut s'attaquer à n'importe quel pays. Il peut venir au Royaume-Uni dire l'Écosse c'est américain. On a besoin pour des bases de sous-marins pour être plus proche de la Russie. L'Écosse c'est américain, c'est tout. Vous votez, vous faites partie des États-Unis et puis voilà, vous débrouillez. Nous on s'en fiche, c'est à nous. Donc aujourd'hui, il les prend au mot. Il se dit ces gens qui n'ont strictement aucune souveraineté, ces gens pour qui le mot souveraineté est à la base un gros mot. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais aller au bout de l'idée. Je vais dire prendre des territoires maintenant. Ben voilà, je te prends des territoires, c'est tout, c'est à moi. C'est à moi, puis tu te tais, puis c'est tout, tu t'écrases. Sinon, on viendra te marcher dessus. Vous voyez le truc? Ça, c'est très intéressant, et ça, malheureusement, ça ira peut-être dans l'intérêt des Américains. Et encore, je pense que ça ira dans leur intérêt sur un court terme, n'est-ce pas? Sur un court terme, le petit côté belliqueux, comme ça, c'est bien. Sauf que les États-Unis, ce qui les a perdus sur le long terme, c'est le côté belliqueux. La dédollarisation vient d'où? C'est quoi le moteur principal de la dédollarisation? C'est le bellicisme économique américain. Et les gens ne veulent pas une monnaie qui les contrôle. Ils veulent une monnaie qu'elle soit utilisée pour l'échange. Maintenant, si on interdit à celui-là, on met un boycott ici, on met un embargo ici, un blocus là, etc. Je vais dire à terme, les gens ont intérêt à s'organiser autrement. Donc, dédollarisation, BRICS, tout ça. Or, aujourd'hui, on a l'impression qu'il surenchérit dans ce domaine. Et là, il ne va pas s'attaquer à des pays des BRICS et tout, parce que ces pays sont en train de se grouper et en créant un bloc économique, politique, financier, tout ça, contre l'hégémonie américaine pour créer un monde multipolaire. Et donc, il reste qui à attaquer? Il reste les vassaux. Il reste les Européens. L'Europe qui est prête à se sacrifier pour un oui, pour un non, l'Europe est aujourd'hui dans le collimateur. Alors voilà, c'était prévu quand même, parce que, encore une fois, ce n'est pas le président de l'Europe, c'est pas le président du monde. Donc là, on a quelqu'un qui est dans l'intérêt américain, malheureusement à court terme, radicalisé à mort, et c'est pas quelque chose qui va bien se terminer. Voilà mes amis. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. J'ai une surprise pour vous demain. Allez, à très bientôt.